À la suite de cet exemple extrêmement riche, je propose maintenant d'avoir une vision qui n'en sera tout aussi riche, qui est celle de Céline Vignier, qu'on a le plaisir d'accueillir, qui est directrice de l'URPS des médecins libéraux, et URPS médecins libéraux, c'est pas l'URPS des médecins libéraux, Auvergne-Rhône-Alpes, et qui va donc nous, nous livrer un regard sur le rôle des communautés professionnelles territoriales de santé. Il faut réviser les sigles maintenant quand on fait des conférences. Euh, euh, Par rapport à ces questions de la coordination et du management sans mur, l'expérience de Céline également en ARS permet d'avoir une richesse de points de vue, je pense, extrêmement intéressante autour de ces questions-là. Et puis, bien sûr, vous êtes autorisé, tu as autorisé Céline à réagir à tout ce qui a été dit, compléter, etc. Un grand merci de t'être rendu disponible pour participer à cette journée. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, oui. Je suis d'accord, rien que le titre, en fait, ça demande un certain effort, en fait, pour le prononcer, et pour savoir ce que ça veut dire, en fait, c'est PTS, et est-ce véritablement, en fait, un nouveau dispositif ou un énième dispositif de coordination qui est voué à l'échec, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure. C'est un peu le centre de la question. Alors moi, je suis un peu un ovni, hein, parce que au final, je suis en train d'apprendre la transversalité dans son ensemble parce que je suis directeur d'hôpital public, donc j'ai un peu parlé quand même le langage de l'hôpital public. J'ai ensuite travaillé quand même un peu longuement finalement en ARS, donc j'ai un peu parlé de l'État. Et maintenant, j'essaie d'apprendre en fait à parler un peu le langage des libéraux. Et je suis convaincue que la transformation aussi, elle se joue beaucoup en fait aujourd'hui en fait dans le monde libéral. Et moi, j'étais vraiment pas convaincue par cette histoire de CPTS, qui est pourtant une initiative, on va dire. En fait, en tous les cas, la sémantique vient de notre ancienne DG Véronique Vallon. Je vais vous refaire un tout petit peu d'historique sur la question des CPTS parce que ça me semble fondamental de revoir l'historique. Et je crois que ça peut être un véritable en fait, outil d'amélioration en fait, de la coordination en fait, de l'ensemble des acteurs si on s'y prend bien et si on laisse aussi la main aux libéraux. Et c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une trop grosse tentation des structures à prendre la main en fait, sur ces dispositifs de coordination. Alors, le premier peut-être élément d'historique, on l'a un tout petit peu dit tout à l'heure, les dispositifs de coordination, c'est quand même des choses très très anciennes. La coordination, c'est même quand même un terme très galvaudé, comme les parcours, je pense. Et c'est pas nouveau du tout dans le paysage, et on peut déjà tout bêtement en fait se rappeler des réseaux de santé qui sont nés quand même dans les années 80, qui ont été institutionnalisés, largement développés. Et alors je t'en laisse la conclusion, conclusion d'échec. Disons que, conclusion, ça ne répondait plus véritablement à ce pourquoi ça avait été créé, à part avoir un gros millefeuille en face de soi et plus savoir vraiment à qui s'adresser. Donc le millefeuille, c'est un peu lourd, donc il faut à un moment donné peut-être alléger et retirer un peu de crème. Et c'est un peu l'objet finalement des orientations en fait, nationales de 2012 qui avait volonté finalement de dire bon, les réseaux, c'était bien. Et alors, pour le coup, ça partait des initiatives, en fait, de terrain. Parce que c'était vraiment ça, en fait, l'esprit des réseaux. À partir des premiers réseaux Soubi de 96-97, ça remontait au national, c'était géré par la CNAM et c'était des initiatives de terrain. Donc, c'est pas d'aujourd'hui non plus, les initiatives de terrain. Mais au bout d'un moment, il n'y avait plus du tout d'homogénéisation. Donc, finalement, plus il y a eu quand même des évolutions importantes. Par exemple, la loi a institué quand même la notion de médecin traitant, référent, pivot du parcours de soins. Ça, c'était un point important, alors qu'on le retrouvait aussi un peu dans les réseaux. Donc, on s'est dit, il faut un petit peu harmoniser tout ça. Et finalement, il y a un truc que les réseaux savaient bien faire, c'était les compétences et les expertises de coordination. Donc, on va essayer de garder au moins ce point-là, l'expertise de coordination, et on va voir que, avec la loi de 2016, en fait, on va tendre à une évolution des réseaux, plutôt les positionnements sur ce qu'on appelle les parcours complexes, avec les plateformes territoriales d'appui. Il y a un deuxième point en fait important dans l'histoire récente, c'est l'échec du service public territorial de santé, qui était en fait une initiative qui avait été souhaitée au moment avant en fait la loi santé, pour se dire finalement notre problème
à l'échelle des territoires, au sens micro-territoire, c'est la coordination des acteurs. C'est bien identifier en fait qui travaille avec qui et comment en fait le patient il trouve son parcours dans tout ça. Et on va donc créer un service public territorial de santé, parallèlement en fait à la remise en place du service public hospitalier. Mais service public dit contractualisation et tout de suite évidemment ça a fortement heurté le monde libéral qui y a vu une énième tentative d'étatisation du système de santé. Donc, exit le service public territorial de santé. Du coup, il fallait bien sortir en fait de la crise, parce que ça a quand même donné lieu à une certaine forme de crise, en plus des problématiques sur le tiers payant. Et en même temps, l'idée quand même du service public territorial de santé, on voyait bien qu'elle avait un sens. Donc pour sortir de tout ça, en fait, on a fait un peu évoluer les dispositifs en disant que ce ne sera pas contraint comme un service public territorial, mais on va quand même essayer d'inciter les acteurs à garder en tête le fait qu'il faille se coordonner davantage en fait, et décloisonner le monde sanitaire, médico-social et social. Du coup, apparaissent dans la loi 3 notions. Une notion d'équipe de soins primaires, là c'est le maillon de base, on va dire. Il suffit d'être 2. Comme un couple, et il suffit d'essayer de travailler ensemble de façon très informelle. Mais voilà, c'est une histoire un petit peu de première reconnaissance de maillons, de noyaux, on va dire. Et puis après, il y a les communautés professionnelles territoriales de santé. Ça va mieux en disant CPTS parce que sinon c'est vraiment très compliqué. Alors c'est quoi les CPTS ? En fait, c'est très 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 souple parce qu'en fait l'article de la loi, il est très soft. Il dit simplement que c'est des acteurs de premier recours, de second recours, et éventuellement, en plus, des acteurs du monde sanitaire, donc les établissements de santé, le médico-social et le social. Mais en fait, la notion très importante en fait, sur la CPTS, c'est de dire c'est une équipe qui se coordonne, qu'elle soit dans des murs, hors les murs, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la coordination du territoire. Et donc tout l'enjeu, c'est de définir en fait, entre ces acteurs un projet de territoire. Et petit à petit de monter en gamme, finalement de partir de quelque chose de simple, finalement c'est un peu du gagnant-gagnant, du donnant-donnant, pour petit à petit arriver à du plus compliqué, qui est notamment la coordination des parcours avec les établissements de santé. C'est un peu ça en fait la logique, donc c'est assez simple. À côté de ça, dans la loi, il y a effectivement l'évolution des réseaux annoncée depuis 2012 avec les plateformes territoriales d'appui. C'est complémentaire. En fait, il y a une forme de gradation des dispositifs. L'équipe de soins primaires, c'est le noyau. La communauté professionnelle de territoire, c'est la CPTS, c'est le projet en fait, de territoire entre des professionnels de santé au sens large du terme. Et la plateforme territoriale d'appui, c'est une forme de recours. Un recours sur la gestion des parcours complexes. Parce que tant que c'est dit simple, ça doit être géré par le médecin traitant pivot en fait, du parcours de soins et dans le cadre de la CPTS qui va conduire à un projet en fait, de coordination. Donc tous les réseaux actuellement connaissent beaucoup d'évolutions depuis ces dernières années. Enfin, moi je connais particulièrement sur Rhône-Alpes, où on les a amenés en fait, à quitter leur thématique pour devenir polyvalents, se rassembler, définir en fait, un périmètre territorial, ce qui était plus ou moins le cas selon les réseaux, pour petit à petit se constituer en fait en plateforme territoriale d'appui avec une volonté aussi de coordination avec d'autres dispositifs qui se sont créés depuis l'époque de réseau, que sont les Maya et autres dispositifs divers et variés, puisque là aussi c'est un joli gâteau. Et la PTA, c'est un peu la cerise sur le gâteau qui est censée coordonner en fait tout cela. Et donc ça se met petit à petit en place. En Auvergne-Rhône-Alpes, à l'époque, nous, on s'était dit que par rapport à la coordination avec les Mayas, la logique aurait été plutôt de définir en fait un périmètre départemental pour aider à la mise en place progressivement en fait, des PTA. Alors, le PTA aussi, il y a un point important, je fais le lien avec TSN ce matin, c'est que ces PTA, là pour le coup, il y a un article de loi, mais il y a un décret qui définit les PTA, et il y a un point fondamental, c'est la notion de système d'information. De façon à ce que le système d'information il soit partagé entre les professionnels. Et il y a une instruction qui est venue même avant en fait, le décret qui définit les PTA, qui est une instruction d'un très joli nom aussi qui s'appelle SNACS,
qui est le dispositif d'appui en fait, au développement des outils numériques dans les territoires et qui vise, en fait, qui demande aux agences de définir des stratégies régionales e-santé pour déployer, donner en fait aux acteurs des outils numériques, des outils e-santé pour pouvoir se coordonner entre eux. Et c'est vrai que l'évaluation TSN et les outils qui ont été créés dans TSN en fait seraient très utiles pour mettre en place en fait ces stratégies à l'échelle des régions et dans les PTA pour récupérer certains outils qui ont été créés, notamment moi je pense en Rhône-Alpes le réseau social professionnel de santé, pour les remettre à disposition en fait des acteurs. Donc ça c'est pour les PTA. Donc les CPTS, je vous dis, c'est mais alors hyper simple. Il y a l'Agence régionale de santé, que ce soit en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, on fait des cahiers des charges. Mais l'esprit de la loi, c'est quelque chose de très très souple, parce que l'objectif, c'est au maximum de mettre les gens en relation. Et par contre, l'expérience prouve, c'est sûr que ça facilite les choses quand il existe déjà des structures de coordination préexistantes. Donc c'est vrai que quand il y a déjà des MSP, c'est mieux, parce qu'il y a une habitude en fait, de fonctionnement à l'intérieur des murs qui permet ensuite d'aller à l'extérieur des murs, mais ce n'est pas indispensable. Aujourd'hui, ça commence en fait à se développer tout gentiment. Il y a un premier bilan qui a été fait au niveau national en fait, où vous verrez, je détaillerai. C'est la région Normandie en fait où il y a le plus de projets en fait de CPTS. Je vous expliquerai, je vous donnerai quelques éléments de mise en perspective. Et actuellement, si je reviens en arrière, il y a 9, à peu près une petite dizaine en fait de dossiers qui sont instruits ou qui ont été instruits en fait et déposés à l'Agence régionale de santé en vue d'une labellisation en fait par l'agence, puisque l'agence accorde des financements et après il y aura à titre non reconductible. Donc se posera à terme aussi la question en fait des financements en fait de ces structures de coordination. Je vais vous citer un exemple parce que c'est vrai que comme c'est un dispositif en fait un peu flou, même si c'est un peu nouveau, c'est quand même intéressant de voir un petit peu qu'est-ce que ça recouvre exactement en fait une CPTS. Donc je vous ai pris l'exemple de la CPTS du Sud-Allier parce que je pense que c'est plus facile d'illustrer le dispositif des CPTS déjà dans les zones peut-être plutôt en difficulté en fait en termes d'organisation de l'offre de soins, parce que c'est souvent le fédérateur. C'est la difficulté que rencontrent les professionnels de santé qui anticipent ou qui vivent au quotidien les départs en fait de professionnels, et en particulier de médecins libéraux, qui se retrouvent dans des situations de souffrance, dans des situations d'isolement, qui induisent de nouveaux départs. Et en fait, les professionnels, conscients de ça, se disent il faut qu'on casse le système, donc il faut qu'on s'inscrive dans un collectif pour pouvoir finalement redevenir fort, redevenir attractif et sortir de notre isolement. Et le Sud-Allier, c'est l'exemple typique. Il y a des MSP, mais comme vous le savez sans doute, l'Allier est un département qui n'est pas forcément très favorisé en fait en termes de démographie médicale. Et donc ce sont des MSP, des professionnels, quand même une cinquantaine, qui se sont dit on peut plus laisser ça, enfin on peut plus laisser notre territoire en fait face à une telle désolation presque, hein, c'est quasiment ça. Il faut qu'on s'organise pour le rendre à nouveau en fait attractif et qu'au moins ceux qui fonctionnent ensemble en fait se sentent forts ensemble pour répondre à des besoins concrets qu'on rencontre. Et notamment, les besoins concrets qu'ils rencontraient, c'était une profonde insatisfaction qu'ils avaient par rapport aux conditions de prise en charge des personnes âgées et au fait qu'ils n'étaient pas contents du tout de la façon dont on envoyait les personnes âgées n'importe comment vers un établissement de santé ou la façon, inversement, dont on organisait le retour à domicile en fait, de la personne âgée après un passage en établissement de santé. Donc tous leurs projets, donc une cinquantaine, hein, avec une volonté de décloisonnement puisqu'il y a des MSP, il y a des libéraux, il y a du service social et il y a des liens avec les EHPAD parce que tout simplement les médecins libéraux en fait, de ce secteur interviennent aussi en EHPAD, c'est le volet classique. Et ce qui est intéressant je trouve dans ce projet, c'est qu'il y a toutes les dimensions. Il y a la dimension bien entendu médicale, il y a une dimension sociale et il y a une dimension aussi patient et famille, la place des familles. Ce sur quoi insistent beaucoup les promoteurs, c'est de dire, nous, quand on travaille sur la prise en charge des personnes âgées et le retour à domicile, ce qui nous intéresserait, c'est d'impliquer davantage les familles en fait, dans les solutions à proposer en fait, pour la prise en charge de la personne âgée.
Donc il y a c'est bien plus finalement qu'une prise en charge médicale ou paramédicale, il y a bien derrière aussi une volonté en fait de renforcer aussi les droits des patients et des familles. Le dernier volet, c'est évidemment l'attractivité, donc c'est aussi de mobiliser les professionnels pour devenir maître de stage, parce que ça c'est un élément fondamental du dispositif et du renforcement de la médecine de ville, et il faut qu'on ait plus de maîtres de stage dans le libéral, il faut qu'on ait plus de stages en médecine libérale, sinon de toute manière, on continuera à avoir une forme de centralisation sur les établissements de santé, même en médecine générale. Et ça, c'est un élément déterminant. Sauf qu'être maître de stage, ça peut faire peur, et donc il faut travailler avec la médecine générale et la médecine libérale dans son ensemble pour un peu dédramatiser aussi la fonction. Et c'est sûr que dans les CPTS, dans les MSP, ils sont plus à l'aise pour porter en fait des projets de maîtrise de stage. Donc c'est un volet d'ensemble, et puis évidemment, ils ont un projet sur le volet e-santé et système d'information, bien entendu. Le volet sur lequel, en fait, comment je voudrais aussi insister, c'est que derrière, en fait, les CPTS, c'est l'idée quand même que la médecine de ville dans son ensemble, parce que je dis médecine de ville au sens large du terme, c'est-à-dire tous les professionnels médicaux, paramédicaux qui s'investissent, c'est l'idée qu'ils ne peuvent plus rester tout seuls sans être représentés avec une voix, en fait, face aux établissements de santé. Parce que quand on est en établissement de santé, on se dit, oui, on aimerait bien travailler avec la médecine de ville, parce que de toute manière, il y a urgence à travailler avec la médecine de ville, puisqu'il faut réduire les durées d'hospitalisation, donc il faut bien s'appuyer sur la médecine de ville pour réduire les durées d'hospitalisation, mais il n'y a personne en face. Donc, on ne peut pas travailler avec eux, et puis de toute manière, quand on dit un truc à l'un, l'autre ne le sait pas, et donc on n'avance pas. Et ça, la médecine de ville aussi s'en rend compte, et se rend compte aussi que finalement, pour ne pas se faire imposer un certain nombre de choses par les institutionnels, et en particulier par les établissements de santé, il faut qu'ils soient représentés, il faut qu'ils s'expriment avec une seule voix. Et ça commence à émerger véritablement. Et le plus du CPTS, c'est de se dire finalement, la médecine de ville, elle porte en fait une seule voix dans un territoire. Et c'est aussi un peu une transformation en fait du rôle aussi du médecin libéral sur ce territoire, parce que petit à petit, et ça c'est frappant en fait dans les CPTS de la région et les commentaires des promoteurs de ces CPTS et des porteurs de projets, c'est de dire qu'il y a aussi une évolution en tant que telle en fait du rôle du médecin généraliste, qui certes est le pivot du parcours de soins, mais aussi devient un genre d'animateur de ce territoire. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que le système peut évoluer. Les hospitaliers peuvent relever les défis en fait, qui leur sont imposés, comme les réductions de durée d'hospitalisation et l'absorption de contraintes économiques, si en face, ils ont effectivement une organisation territoriale de la médecine de ville forte. Sinon, c'est quasi impossible à faire. Et la construction des parcours dépend de la mise en lien en fait, de l'ensemble des acteurs. Donc il y a vraiment une ambition derrière les CPTS, qui est d'organiser la médecine libérale. Après, la grosse difficulté, c'est exactement ce que disait une médecin généraliste de la salle, je ne sais pas, puisque j'étais en haut pour arriver discrètement, c'est de dire, mais le problème, c'est quand on est en fait libéral, on est un petit peu désarçonné quand même par le système et par la difficulté en fait à monter des projets tout simplement. Il y a une vraie difficulté de connaître en fait les ficelles pour intervenir. Et puis tout simplement le fait que ça existe parfois. Donc par contre, il y a une dynamique qui se crée, qui fait que ça marche mieux, parce qu'en fait les gens, on note, rien qu'avec les MSP en fait, commencent en fait à être davantage dans une logique en fait de lien et de dialogue. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté à monter les projets. Et ça, il y a besoin d'aider. Après, l'élément aussi qui favorise énormément, c'est le fait qu'il préexiste des dispositifs. Et ça, c'est frappant en fait sur les régions qui sont très en avance sur le développement des CPTS. Ce sont les régions où finalement les URML, les URPS ont monté de longue date, et l'ensemble des professionnels libéraux, des dispositifs de coordination. C'est le cas en Normandie, où en raison des problèmes de démographie médicale majeurs, ils ont monté ce qu'ils appellent des pôles de soins libéraux ambulatoires, et il y en a plus d'une soixantaine, et c'est au-delà de MSP, ce sont quasi des structures effectivement de coordination territoriale.
Et ça a permis de mailler le territoire, ça a permis en fait de rompre un peu l'isolement. Et évidemment, ce sont des pré-CPTS. Et ils ont donc du coup déjà l'acquis en fait de ces organisations territoriales. Et là, ils peuvent déployer. En Bretagne, il y a le bénéfice en fait des cercles qualité, des dispositifs qui ont été développés par les médecins libéraux aussi de longue date dans les années 2000. Et donc ils ont l'habitude aussi, au niveau des territoires, de travailler ensemble sur les problématiques qualité. Et dans ces régions-là, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a un porteur, en fait, il y a une voix de la médecine libérale. Et du coup, le lien même, en fait, avec les autres acteurs du médico-social et les établissements de santé n'a rien à voir. Et ils ont de l'avance par rapport à d'autres régions, comme même en Auvergne-Rhône-Alpes, où je trouve qu'on est bien loin, où l'exercice regroupé a été très développé. Ça, il n'y a pas de problème, parce que je crois qu'il y a 200 MSP. Mais par contre, la coordination, en fait, territoriale, le fait que les acteurs se mettent ensemble, en fait, pour travailler avec des partenaires institutionnels, il n'y a pas cette culture-là. Et cette culture-là, elle est très difficile, en fait, à développer. L'écueil qu'il faut absolument éviter, c'est que les établissements de santé, en proie à leurs difficultés en fait, économiques majeures, qu'il ne faut pas du tout sous-estimer, et qui ont une contrainte en fait, du virage ambulatoire, de réduction des durées d'hospitalisation, donc ont besoin de construire des parcours de santé efficients, et donc ont besoin de la médecine de ville et des structures médico-sociales. Le risque, c'est qu'elles veuillent en fait mettre la main sur les professionnels libéraux, mettre la main sur l'organisation et sur les structures, parce que ça ne va pas assez vite à leur goût. Et là, en fait, c'est voué à l'échec. Parce que finalement, quand on regarde un peu l'historique de Normandie ou de Bretagne, les structures se sont pérennisées, le système il fonctionne bien parce que l'initiative a été portée par les libéraux et ne vient pas en fait des institutionnels ou des établissements de santé. Et ça, c'est un point, enfin moi, c'est un message que je voudrais vraiment porter, c'est que certes, ça ne va pas assez vite, parce qu'en fait, pousser les libéraux, il faut les inciter, il faut les informer. C'est quand même, en fait, des libéraux, c'est quand même un peu individualiste à la base, parce qu'ils ont été élevés pour ça. Donc c'est long, c'est lent, ils ont moins de contraintes, ils ont moins d'intérêt à agir immédiat. Il y a une contrainte économique très forte qui existe sur les établissements de santé. Dans le monde libéral, il n'y a pas cette contrainte économique immédiate, il y a une contrainte en termes de charge de travail. Et il y a une contrainte en termes de risque d'isolement, mais ça va beaucoup moins vite, c'est beaucoup plus lent. Mais il faut laisser en fait ce temps à la médecine libérale de s'organiser, parce que de toute manière, c'est pas en voulant court-circuiter en fait ces initiatives de terrain que les établissements de santé iront plus vite pour organiser leur parcours. Je pense que ça, ce serait un contresens. Après, il y a une responsabilité collective, et moi je pense qu'il y a une responsabilité des acteurs institutionnels du type les URPS dans leur ensemble, qui représentent tous les professionnels de santé libéraux, puisqu'il y en a 10, mais aussi éventuellement les anciens réseaux. Il y a d'anciens réseaux, comme la maison des réseaux de Savoie, qui se positionne un peu en incitateur, en accompagnateur en fait, des initiatives libérales. Donc il y a moyen en fait, de trouver des interlocuteurs qui aident à la constitution des CPTS et à l'organisation, mais il faut laisser vraiment aux libéraux leur marge de manœuvre. Il y a un dernier enjeu en fait, qu'il faut bien avoir en tête, et ça boucle avec les propos de la députée ce matin, c'est la révolution de l'article 35. L'article 35, en fait, c'est une bombe. Mais non pas parce que c'est le énième expérimentation sur les innovations organisationnelles. Ça va bien au-delà de ça, parce que tout est ouvert, en fait, avec l'article 35. Alors après, moi, je suis très curieuse de savoir ce qu'il y aura forcément dans le décret d'application de l'article 35. Et je suis très curieuse de savoir quelle va être la procédure mise en place par l'assurance maladie pour instruire les dossiers. Est-ce que ça va être de l'hypercentralisation? Et là, on repart sur les grands débats de l'assurance maladie qui reprend la main sur le dispositif et le pilotage du système de santé. Et on retombe dans les ordonnances Juppé et les instructions des ex-réseaux Soubit 96. Est-ce que ça va être ça? Ou est-ce que ça va être en fait un pilotage un peu partagé avec des ARS qui feraient une pré-instruction et qui remonteraient ensuite des projets régionaux en fait, au niveau national? Est-ce que c'est des micro-projets qui vont être portés de territoire, j'entends? Ou est-ce que c'est des projets en fait thématiques? Ça, c'est vraiment
très important, enfin c'est très intéressant de voir comment ça va être piloté. Normalement, on va le savoir très vite, parce que ça ne nous donnera pas la même orientation. Par contre, il y a un point commun à tout ça, c'est que c'est une bombe, parce que l'idée de l'article 35, c'est finalement de jouer sur tous les leviers et les freins à la constitution des évolutions du système de santé dans le sens du décloisonnement. Donc, ça lève les freins sur des questions récurrentes que nous on connaissait bien en fait en ARS, qui étaient les questions en fait d'absence de fongibilité d'enveloppe. Vous avez l'enveloppe du médico-social, vous avez l'enveloppe du sanitaire. Mais c'est pire que ça. C'est à l'intérieur des enveloppes de sanitaire, vous avez un hyper-cloisonnement. Les soins urgents, les soins non programmés, tout le monde sait qu'il y a 85-90% parfois des activités des médecines d'urgence qui pourraient être réorganisées en fait plutôt vers des structures légères en fait de type médecine de ville. Mais les financements en fait sont cloisonnés. Il y a le champ et le financement de la médecine d'urgence et il y a le champ et le financement en fait du soin non programmé de la ville, et tout ça ne se coordonne pas. L'article 35 en fait il permet ça. Il permet de dire si, comme là par exemple, il y a un projet en région de CPTS qui porte sur un parcours de soins urgents et soins non programmés pour désengorger en fait des urgences et rendre la ville plus attractive. C'est pas qu'un projet soins urgents soins non programmés. Il pourrait très bien être proposé dans le cadre de cette CPTS une demande de financement au niveau national qui repose sur une fusion des enveloppes. On reprend un petit bout de l'enveloppe de médecine d'urgence, on reprend l'enveloppe du FIR de la PDSA, on reprend l'enveloppe de l'assurance maladie, des honoraires et des majorations diverses et variées, et on en refait en fait un pilotage du parcours des soins urgents et soins non programmés sur ce territoire. Ça, c'est innovant. Parce que là, en fait, il y a une innovation au sens financement de terme, au sens organisationnel du terme, et tout le monde en fait a à y gagner dans le dispositif. Ce dispositif-là, il permet aussi, par exemple, de donner un nouveau souffle aux récupérations rapides en chirurgie, parce qu'aujourd'hui, les récupérations rapides en chirurgie, on va arriver en fait à un point de non-développement, parce qu'il faut absolument que ce soit hyper préparé en amont, hyper suivi en aval, avec des dispositifs éventuellement de suivi via des objets connectés, et en fait, le séjour, il est uniquement financé au niveau de l'hospitalisation. Rien sur l'amont, rien sur l'aval. Les objets connectés aujourd'hui, c'est des dispositifs d'expérimentation, c'est pas fluide, c'est pas financé. Or, comme on l'a RAC, ça a réduit les durées moyennes de séjour de façon considérable. Il y a des cancers qui étaient pris en charge sur 25 jours qui sont pris en charge sur 5 jours. Enfin, c'est des révolutions en fait véritablement sanitaires. Mais ça, l'article 35, en fait, il peut permettre à des acteurs sur un territoire de déposer ce type de dispositif. Donc là, on est vraiment en fait à l'aube, entre guillemets, d'une grosse révolution. Et pourquoi du coup les CPTS, c'est important ? Les CPTS, c'est important parce que, et c'est une opportunité, mais par contre, il faut que les libéraux en fait s'en emparent et que tout le monde en ait conscience, parce que derrière cet article 35, c'est la question de qui demain va piloter le financement de ces parcours. Et vous avez peut-être vu, il y a quelques dépêches en fait, qui sont parues sur le sujet à l'occasion du séminaire de l'ENC. Les publics, comment se sont exprimés. Les publics ont dit, ils ne sont pas tous d'accord. Il y en a un qui, à mon avis, a une remarque très intelligente. Les publics disent, la FHP dit, nous on est prêts, on va tout piloter. Bon, comme ça c'est clair. Les publics, c'est plus mitigé. Certains disent le public va tout piloter, les GHT vont tout piloter. À mon avis, là, on court à l'échec. Parce qu'à toute manière, il n'y a rien de pire pour les libéraux que le mot GHT, puisque ça leur fait peur, puisque ça veut dire étatisation du système de santé, une fois encore. Mais certains publics disent non. Le public, évidemment, pilotera les parcours de santé, mais il y aura le libéral. Et en fait, le sujet, il est là. C'est comment les libéraux, en fait, vont participer au pilotage du financement des parcours de santé de demain, voire au pilotage des enveloppes territoriales qui pourront être données pour un parcours ou une population. Parce que dans l'article 35, il y a le pilotage du parcours décloisonné, mais il y a la possibilité d'un pilotage par population. Ce qui est là vraiment très dérogatoire. Et ça, c'est fondamental. Et pour pouvoir prétendre, en fait, participer à la négociation de ce financement, il faut être organisé en territoire. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, il faut des structures
de type CPTS. Sans doute que demain, elles seront trop légères, parce qu'aujourd'hui, ils ont tendance beaucoup à privilégier, par exemple, l'association et pas les CISA qui permettent les partages d'honoraires. Mais demain, en fait, ils vont peut-être être obligés, en fait, de passer à ce volet-là. Donc, le vrai sujet des CPTS, c'est pas, en fait, un énième dispositif de coordination. Le vrai sujet des CPTS, c'est l'évolution du système de santé, qui, quand même, à un moment donné, va aller vers un financement par parcours de santé, donc un financement décloisonné, et de savoir qu'est-ce qui va revenir en fait aux acteurs hospitaliers, aux acteurs du médico-social et aux acteurs libéraux. Et pour prétendre à ça et défendre leurs intérêts, évidemment, il faut qu'ils puissent avoir voix au chapitre. Et tout ça, c'est aussi annoncé par une autre annonce très très forte qui est réitérée, pas quotidiennement mais presque, par Nicolas Revel, le DG de la CNAM, et par la ministre elle-même, c'est de dire on ne négociera plus des financements en fait à l'acte. On ne négociera plus la revalorisation de la lettre clé et de la consultation. On valorisera en fait l'exercice coordonné et on passera, c'est sûr, ça ils le disent pas encore, mais ça va de soi vu tout ce qui arrive. On négociera en fait à la pathologie. Et ça, c'est la vraie révolution du monde libéral, c'est de passer finalement d'un financement propre à l'acte à un financement progressivement qui va être à la pathologie et au parcours, alors qu'aujourd'hui, finalement, la description de l'activité de la médecine libérale n'existe pas, à part le nombre de lettres clés et le nombre d'actes majorés. Voilà, donc moi, je ne croyais pas au CPTS, très clairement, quand j'étais à l'ARS, mais vraiment pas. Et je pensais que Madame Vallon avait fait vraiment un très bon boulot, qu'elle avait bien déminé le terrain, mais que franchement, ça ne servait à rien. Et alors, maintenant, je suis convaincue que c'est un dispositif fondamental pour permettre en fait aux libéraux et au système de santé dans son ensemble de relever le défi qui l'attend, sous réserve que chacun joue son rôle, que les établissements de santé ne cherchent pas à mettre la main dessus et que les libéraux se réveillent pour prendre la main sur le dispositif.